m'appelle Amélie Bouvier, je suis une artiste franco-portugaise qui habite à Bruxelles depuis une dizaine d'années. Donc je suis plasticienne et j'ai une pratique du dessin. Je fais beaucoup de recherches et j'essaie de réfléchir beaucoup à ce médium depuis toujours en fait. Je le dérive ou il bifurque aussi vers des installations, des vidéos, des objets qui ensuite épousent aussi mes intérêts plus conceptuels et mes recherches qui en ce moment se focalisent surtout autour de l'histoire de l'image et de l'imaginaire astronomique. Surtout à partir du 19e siècle, ou en tout cas à partir de l'apparition de la photographie qui a changé notre observation et qui a changé aussi toutes nos perspectives, nos rêves, nos spéculations, nos envies et nos projets futurs. J'ai un travail du dessin, une pratique du dessin qui est assez minutieuse. Je fais tout à la main, j'utilise des outils que je fais ou que je bidouille moi-même. Avant, je travaillais surtout avec du noir et blanc. Et puis petit à petit, j'intègre aussi la couleur. Il y a eu un moment très important, c'est lorsque je me suis penchée sur l'histoire de l'archive de Harvard. C'est un archive photographique, de plaques photographiques. Ce travail a été initié par Pickering, qui était le président de Harvard fin 19e siècle et qui a introduit la photographie en astronomie. C'est la première fois qu'on pouvait avoir des images qui ne soient pas dessinées ou qui ne soient pas faites par un artiste et qui soient imprégnées directement sur des plaques de verre. Donc les plaques de verre étaient les premiers négatifs de l'époque. Et donc cette archive contient 500 000 plaques de verre photographiques qui sont absolument magnifiques. Non seulement c'est un archive extrêmement important parce qu'il contient évidemment des objets qui sont historiques, mais aussi ils ont pu arrêter dans le temps le ciel qui est toujours en mouvement. Donc il y a des images du ciel qui datent d'une centaine d'années qui n'est pas du tout le même ciel d'aujourd'hui. Il y a un autre aspect qui est très intéressant dans cette archive, c'est que Pickering a employé des femmes dans son travail. Il a viré en fait tous les hommes qui étaient à l'observatoire quand il est rentré en fonction. Il a utilisé que des femmes parce qu'il trouvait que les hommes qui étaient là, c'était des vieux gars barbants qui étaient là depuis toujours. Enfin voilà, c'est dans le contexte de l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Et il a commencé par employer sa femme de ménage, qui était une femme qui venait d'Écosse avec une histoire assez dramatique, qui s'est fait larguer par son mari une fois arrivée aux États-Unis. Et bref, elle était enceinte, elle ne savait pas quoi faire, donc elle a commencé par faire du ménage chez les gens. Et une de ces personnes, c'était Pickering, qui ensuite l'a employée dans l'observatoire. Et voilà, et son travail était très efficace. Et à partir de ce moment-là, il a employé surtout des femmes. Elles travaillaient surtout de jour, elles observaient ces plaques de verre, donc ces négatifs, et elles ont fait des découvertes et des avancées scientifiques extrêmement importantes. Tout ce qui est expansion de l'univers et le catalogue des étoiles, donc répertorier les étoiles et comprendre comment elles vivent, comment elles naissent, comment elles évoluent, c'est un peu grâce à elles, un peu beaucoup même. Et donc je me suis intéressée à ça parce qu'aussi je me suis dit que dans l'histoire, ou en tout cas ce que l'histoire a gardé, on n'entend pas beaucoup parler de ces femmes, on entend surtout parler de Pickering. On parle de plus en plus de la place des femmes qui étaient un peu oubliées dans l'histoire ou un peu mises de côté, qui ont toujours eu une fonction dans plein de secteurs différents, mais qui n'ont jamais eu une place ouverte vers le monde. Donc j'ai trouvé que cette archive avait plein d'éléments historiques, d'inspiration, de choses extrêmement belles et précieuses qui ensuite ont nourri mon travail. Par rapport à la méthodologie, ça dépend beaucoup des projets. Les séries de dessins nourrissent les choses qui viennent par la suite. Quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, j'essaie de me renseigner beaucoup sur cet élément, cette histoire, cette anecdote, ce fait divers. Voilà, d'essayer de rester un peu dans une espèce de vérité, même si après le travail peut ouvrir sur d'autres choses. Moi j'aime bien attaquer directement, surtout en ce qui concerne le dessin. Alors évidemment, quand j'attaque directement, il y a plein de dessins qui sont des échecs. Mais pour moi, l'échec est aussi important que l'œuvre finale ou l'œuvre qui va être ensuite montrée au public. Ça fait partie vraiment du processus de travail. Il y a plusieurs phases. Il y a des phases de recherche pour les formes, il y a des phases de recherche pour l'outil que je vais utiliser, pour l'intensité que je vais donner au trait, pour la taille du dessin. Il y a tout un tas de dessins qui vont être des échecs et qui vont permettre que j'aille de plus en plus vers ce que je recherche. Je crois que c'est dans le long terme, dans le sens où tout le travail que je fais depuis des années me permet d'avoir ce processus-là.
Je crois que c'est peut-être l'expérience qui fait ça. Le lieu m'aide beaucoup dans la création, c'est-à-dire que l'atelier c'est vraiment un lieu, est-ce qu'on peut dire que c'est un lieu protégé, je ne sais pas, mais en tout cas où tout est là. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à travailler un peu à gauche, à droite. J'aime bien me concentrer en tout cas dans ce lieu où je peux avoir tout, où je peux me dire ah tiens, il y a 6 ans j'utilisais ce livre ou ce texte, donc je peux aller repiocher quelque chose que j'ai utilisé il y a 6 ans. Et ça, c'est très important que le lieu, plus que les objets en soi, parce que dans ce lieu, tout est là. L'œuvre qui est présentée s'appelle Quadrivium. Quadrivium est devenu une aventure. C'est un des projets qui a surgi de ma visite physique à l'Observatoire de Harvard, parce que quand j'ai vu pour la première fois les plaques de verre photographiques, je me suis dit que ça ressemblait vraiment à une partition de musique. Parce qu'en fait, ces images du ciel qui sont en négatif ont reçu au fil du temps des annotations à la main de toutes les personnes qui les ont étudiées. Ce groupe de femmes, mais aussi les scientifiques qui ont suivi. Donc le tout, on dirait vraiment une partition de musique, avec des annotations. Bon, après j'ai mis cette idée un peu dans le coin de la tête, et quelques années plus tard, j'ai quand même essayé d'en faire quelque chose de cette idée. J'ai contacté des musiciens, on a commencé toute une conversation autour de l'harmonie, du son, de la musique qui pourrait éventuellement surgir de ces plaques. Il y a tout un tas d'exemples de musiciens, d'artistes et aussi d'astrophysiciens qui ont essayé de découvrir, de donner à écouter les sons et les harmonies qu'il y a dans le ciel. Kepler est le plus grand exemple. Mais moi, je ne voulais pas faire des musiques ou des sons inspirés du ciel. Je voulais vraiment transcrire littéralement les plaques de verre en son. Au fil du temps et du projet, donc il y a eu plusieurs étapes qui n'ont pas vraiment réussi, mais il y a 2 ans, j'ai fait une résidence à Namur, en collaboration avec le KIC, avec l'université aussi de Namur et l'observatoire à Namur. J'ai pu enfin expérimenter quelque chose qui m'a mis sur le bon chemin, je pense. On faisait des séances d'observation à l'observatoire la nuit, et donc les images que j'ai pu prendre avec André Fousfa, qui est professeur et enseignant et scientifique à l'université de Namur, on a travaillé ensemble et on a pu créer des images qui ensuite ont servi. Donc cet objet, en gros, il y a un rouleau de papier perforé. Les perforations correspondent aux étoiles du ciel. Et quand ce rouleau tourne à l'aide d'un petit moteur, la lumière vient caresser des petits senseurs de lumière qui sont en dessous du rouleau, qui sont reliés à un circuit électrique. Il y a 20 petits senseurs et 20 circuits électriques, et chaque circuit électrique produit un son. Donc à la fin, on a une espèce de composition sonore à partir d'une image du ciel. Il y a un détail qui est important, c'est qu'il y a aussi le passage d'un satellite qui vient perturber le rythme du ciel. J'ai envie de créer, Quadrivium va devenir tout un orchestre. Il y aura un élément de cet orchestre qui va être un peu fou et qui va être relié directement au passage des satellites où sera cet orchestre. Et donc il y aura un bruit un peu plus accentué à chaque fois qu'il y aura un satellite qui passe, pour qu'on puisse se rendre compte justement de l'impact de ces objets qui nous donnent un confort fou, mais qui sont très problématiques aussi pour un futur très proche. En tout cas, dans tout ce qui est aventure spatiale, que ce soit en rêve ou ce qui a déjà été fait ou ce qui est en train d'être fait, le corps humain est vraiment une problématique, c'est-à-dire qu'on n'a au jour d'aujourd'hui pas beaucoup de capacité d'aller très loin pour des raisons scientifiques de base. C'est-à-dire que notre espérance de vie en dehors de notre planète, qui est faite de cette façon pour une raison, en tout cas la vie, elle existe ici pour des raisons très spécifiques, et le fait qu'on sorte de l'atmosphère vraiment fait chuter notre espérance de vie. Donc il y a ce désir et cette volonté de nouvelles colonisations, de nouveaux mondes qui existent depuis des centenaires. On a l'impression qu'on est de plus en plus proche de ça, mais en fait on a toujours le problème au corps humain, quoi. C'est qu'on n'a toujours pas résolu ce problème. Et le fait de pouvoir donner des images de tout ce qui est découverte astronomique nous permet d'être un peu plus proche de ces mondes-là. Et par exemple, cette pièce, on est un peu entre le passé, le futur et le présent, enfin, ou en tout cas un moment de tension entre le passé et le futur. Quand on a pris des photographies du ciel à cette époque-là,
tout était possible, l'univers s'ouvrait, c'était incroyable. Au jour d'aujourd'hui, avec les technologies qui semblent rendre tout possible, eh bien, on n'est plus très sûr parce que même si les avancées sont extraordinaires, si les technologies nous permettent d'aller de plus en plus loin, en même temps, elles nous renferment. Elles nous renferment dans notre monde, c'est-à-dire qu'avec toute la pollution qu'il y a autour de notre planète, que ce soit par les vieux satellites, que ce soit par les nouveaux satellites, que ce soit par Starlink, etc., on pourra peut-être un jour ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir lancer de fusée sans qu'il y ait un accident majeur. Je pense que c'est un rapport à des possibles qui sont spéculatifs et qui sont entourés de contradictions en fait, entre ce que les technologies peuvent nous donner, nous offrir, mais aussi ce qu'elles peuvent nous retirer. Ce qui va arriver de très important pour moi, c'est la sortie de mon premier livre, qui est un sacré boulot. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille dessus. Donc c'est un livre qui va être édité par Hopper & Fuchs, qui est fait aussi en collaboration avec la galerie Harlan Levy Project, qui représente mon travail, qui a reçu le design de 2 filles qui ont un studio graphique qui s'appelle Ilhas, elles sont portugaises. Ce livre, Staring into the Night, regroupe des projets majeurs qui sortent justement de ces recherches de Harvard.